Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui, un petit peu de lecture où nous allons continuer à étudier le traité de l'épée seule par Henri de Saint-Didier, un gentilhomme provençal, et qui n'est pas gaulois. Alors, là, à partir de cet épisode, on va rentrer un petit peu dans le dur, tout simplement parce qu'en fait, on va s'attaquer à du vieux français que je vais essayer de moderniser au gré de la lecture, mais voilà, considérez que ce que je vais dire au niveau des... il est fort probable que je me trompe sur certains sens de mots, tout ça, donc je vais essayer de le lire en plus ou moins en français moderne, en traduisant en direct par rapport au français ancien que je lis. Et il y aura sûrement des choses à redire, hein, n'hésitez pas. Par exemple, si vous trouvez qu'il y a je me trompe, relevez la minute exacte et j'essaierai de transformer ça dans les commentaires. Enfin, dans les sous-titres plutôt. Et comme ça, vous aurez la bonne traduction dans le sous-titre en français ou en anglais, puisque j'ai trouvé une fonction assez pratique pour pouvoir transformer les sous-titrages français en anglais sans passer 4 jours dessus. Bref, revenons à nos moutons, et nous allons lire le traité contenant les secrets du premier livre sur l'épée seule par Henri de Saint-Didier. Mère de toutes les armes, que sont épée, dague, cape, targe, bouclier, rondelle, épée à deux mains et les deux épées, avec ses portraitures, c'est-à-dire ses enluminures, ses gravures, ayant les armes au poing pour se défendre et offenser ou attaquer, à un même temps des coups qu'on peut tirer, tant en attaquant, en assaillant, qu'en défendant, fort utile et profitable pour exercer la noblesse, et les suppôts de Mars, c'est-à-dire les militaires, rédigés par art, ordre et pratique. Alors, je vais vous passer toute l'introduction de Saint-Didier quand il s'adresse au roi. Bon, c'est très pompeux, on voit qu'il y met la forme, hein, et pour nous, bon, si vraiment vous avez envie que je vous le lise, faites-le moi savoir, mais pour le moment, je vais zapper ce passage et rentrer directement un peu plus dans le vif du sujet. S'ensuivent les secrets de cette épée seule et de toutes les autres armes qui en dépendent, pour lesquelles entendre et surtout mieux exécuter, en 6 points sont requis. Le premier est combien de démarches il y a en tout l'art des dites armes et lire la meilleure, à en donner raison. Alors pour le premier, j'avoue que je comprends pas trop ce qu'il veut dire, je vais donc vous donner la version originale, on verra ce que les experts en diront. Le premier est combien de démarches il y a en tout l'art des dites armes, et élire la meilleure, et en donner raison. Le second point, combien de gardes et situations et aux dites armes et élire la meilleure, et pour quelle raison. Le troisième, de combien de coups l'ennemi agresseur peut offenser le défendeur, et en donner pareille raison. Le quatrième, en combien de lieux propres se peuvent adapter les 10 coups sur la personne, tant en assaillant qu'en défendant. Le cinquième, savoir à tous ceux qui font, ou feront, si après profession de montrer aux dites armes, soit défendre et offenser, et en même temps, de quelques coups ou coups qu'on peut tirer, et, par ainsi, s'ils ne le savent, comment les pourront-ils montrer à leurs disciples. Et par le sixième point, qui est le dernier, on verra un grand secret qui est de juger du coup que l'assaillant peut tirer sur le défendeur, et en sera donné raison. Quant au premier point, c'est à savoir combien il y a de démarches. Je réponds qu'il y en a que 2, parce que nous n'avons que 2 pieds. Les aucuns se tiennent sur le pied droit, les autres sur le pied gauche. Toutefois, on donne bien peu de raisons, soit en tenant sur l'une ou sur l'autre démarche. Mais pour être bien assuré qu'il eut besoin de mettre l'épée au point, il faut savoir laquelle des dites des 2 démarches est la meilleure et la plus certaine et superlative, et celle comme il se faut tenir pour exécuter le dit art. Quant à moi, je soutiens avec l'expérience et preuve de la démarche qui se fait, soit tenant sur le pied gauche pour la première fois, en mettant l'épée au point, est la plus certaine et meilleure, tant pour l'assaillant que pour le défendant. Combien que peu de nos ancêtres démonstrateurs s'y tiennent, et soit en tenant, soit sur l'un que sur l'autre, en donne bien peu de raisons. À cette cause, je conclurai qu'il n'y a que 2 démarches en tout l'art, pour bien commencer celui-ci. Et pour bien suivre les doctes et les imiter, il faut de 2 choses, bien choisir la meilleure, et de 2 mauvaises, éviter les 2. Si faire se peut. Sinon, la pire, et en ce faisant je conseille à tous les disciples de prendre la meilleure des dites des 2 démarches,
qui est celle qu'on se tient sur le pied gauche pour la première fois, en mettant les armes au point, faisant un des 3 dégagements. Faisant un des 3 dégainements. S'ensuit ici après les déclarations et raisons des 6 points. La raison du premier est qu'il n'y a que 2 démarches. L'une se fait sur le pied droit, l'autre sur le pied gauche. Quant à moi, je dis soutenant que sur le pied gauche est le meilleur, parce que comme ça, on a la liberté de prendre plus de temps et de plus grandes courses que sur la démarche du pied droit, et par conséquent de bien assaillir et de beaucoup mieux se défendre, comme on verra ci-après, l'ordre des coups. Voilà la raison pourquoi la démarche qu'on fait sur le dit pied gauche est meilleure que celle sur le pied droit. La seconde est savoir combien de gardes et situations il y a aux dites armes. Je dis qu'il n'y a que 3 gardes et 3 situations principales. La première est la basse, situant la pointe à la braille. La seconde est la moyenne, situant la pointe de l'épée droit à l'œil gauche. La troisième est la haute, situant la pointe de l'épée au visage, venant de haut en bas. Mais les démonstrateurs, quand ils définissent les dites gardes, commencent à la haute. Quant à moi, je commence à la basse, attendu que toute chose se commence au fondement. Comme pour exemple, les gens doctes ne commencent à montrer les sciences hautes, et les maçons, quand ils viennent à commencer à bâtir les maisons, ne commencent pas par la tuile, mais au fondement. Et par ainsi je commence à la basse, qui est le fondement qu'on doit bien garder. Il est bien vrai que de cette garde basse, on peut engendrer 2 autres basses. L'une est sur le côté droit, l'autre est sur le côté gauche. Celle qui se fait sur le côté droit, elle se fait laissant la nature et la propriété de la dite mère et participer sur le côté droit. Celle qui se fait sur le côté gauche, elle se fait aussi laissant la nature et de sa dite mère et participer du côté gauche. Ces 2 gardes, engendrées de dites basses, qui viennent de la garde basse, elles se font bien souvent pour attirer quelques coups des ignorants, qui fera un main droit, c'est un coup, ou un estoc haut, car les autres coups on ne peut le faire, sur lesquels facilement on peut attraper et toucher l'ennemi assaillant, qui sera étourdi, et ne considérera l'accident qui peut venir, étant sur ces dites 2 gardes feintes. Mais la garde basse principale est la plus certaine, de sorte qu'il n'y a que 3 gardes, comme on le dit. Le troisième point est qu'il faut savoir de combien de coups l'ennemi l'assaillant peut offenser le défenseur, son ennemi. Quant à moi, je dis que l'assaillant et le défendant ne peuvent offenser que de 3 coups, qui sont le main droit, le revers et l'estoc. Il est bien vrai qu'ils peuvent se multiplier en 6 lieux propres sur le corps humain, qu'il faut bien garder. Tout aussi qu'un bon joueur de pommes, qu'il faut qu'il garde bien lesteux. Je vais aller voir les notes. Alors dans les notes, l'S est habituellement orthographié AIS, désigne une planche de bois placée dans le mur du fond de la salle du jeu de pommes qui, si elle est touchée par un coup de volet, donne le point immédiatement. Dans le jeu de pommes moderne, cette planche est remplacée par une grille. Il est possible que cette S ait donné le terme anglais de ace, que les étymologies modernes confondent avec l'as du jeu de cartes. Voir la définition d'AIS, dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. L'Esteuf, c'est l'ancien nom de la balle. Donc nous reprenons. Tout ainsi qu'un bon joueur de pommes, qu'il faut qu'il garde bien l'S et que la balle de partie adverse ne le touche. Aussi faut-il qu'un bon tireur d'armes garde bien les 3 coups, afin que ceci ne touche point les 6 lieux qu'il ne faut pas être touché. C'est évident, en fait le but, ce qu'il nous dit, c'est qu'il ne faut pas se faire toucher sur les 6 lieux qui peuvent nous blesser, c'est logique. Il faut noter que les armes et la pomme sont cousins germains, et qu'on saura bien jouer à la pomme, on pourra facilement tirer aux armes. Le 4e point est que l'assaillant et le défendant ne peuvent s'offenser que des 3 coups. Il est bien vrai qu'ils peuvent se multiplier et s'adapter comme nous avons promis au-dessus, en 6 lieux propres sur la personne, soit en assaillant ou en défendant, et qu'il faudra savoir, qu'il faudra connaître les moyens de se défendre et d'attaquer dans un même temps, comme on peut, avec les 3 coups, qui sont ci-dessus décrits, et qui seront aussi après définis, étant multipliés, il en sera 100. Effectivement, en fait, ce qu'on peut comprendre, c'est que, à partir de ces 3 frappes principales, le tireur des armes pourra démultiplier ce nombre, soit par peut-être des jeux de feinte, ou des inclinaisons, ou des façons de faire, ou des enchaînements. Mais ça, nous le découvrirons petit à petit. Voilà maintenant les noms des lieux propres de ces zones de frappe.
et qui peuvent se tirer avec les 3 coups, avec la main droite, le revers ou le renvers et l'estoc. Le premier coup et le lieu, c'est le main droit de bas au jarret gauche du défendant, c'est-à-dire on vient frapper la jambe, on vient chercher à toucher le genou du défenseur. Le second coup est un revers, un renvers, du bas au jarret droit du défenseur. S'il est droitier ou s'il est gaucher, il se fera au jarret gauche. Le troisième lieu, la troisième zone de frappe, c'est le main droit qui est multiplié une fois de haut sur le côté gauche du défenseur. Le quatrième lieu est un revers de haut sur l'épaule droite ou du défenseur, étant multiplié une fois. Le cinquième lieu est le tétin, alors téton, je ne sais pas ce que c'est le tétin, auquel le lieutenant assaillera, tirera un estoc de prévôt qui est le dit troisième coup. C'est ça, c'est le téton, vu que c'est un estoc, je pense que c'est une estoc au cœur. Le sixième et dernier coup est le tétin ou téton droit du dit prévôt auquel le lieutenant tirera un estoc qui est le dit troisième coup étant multiplié une fois comme le dit main droit et revers. En gros, on vient chercher un estoc au torse, à mon avis, que ce soit au niveau du téton ou du pectoral gauche ou du pectoral droit. Donc, on a donc 3 frappes sur les hauts, sur le corps, à l'estoc, et en frappe de taille au niveau des jambes. C'est la fin de cette description de ces 6 lieux de frappe. Maintenant, passons au 4e point. Les 4 lieux de frappe sont décrits par le 4e point, donc ils viennent d'être décrits, donc c'est bon. Le 5e est qu'il faut savoir se défendre et attaquer en même temps sur les 3 coups, s'adapter et tirer au même lieu, en attaquant, en défendant, en observant bien le temps qui est requis. C'est le temps d'escrime qu'on retrouve bien plus tard, et ils ont gardé les mêmes notions, apparemment. Dont le tout sera démontré et déclaré tout au long de cette instruction à l'épée seule. Le 6e et dernier point est un des bons qui soit requis de savoir de tout cet art, et qui est jugé du coup qu'il peut se tirer tout en attaquant ou en défendant, car le jugeant facilement, on y trouvera son remède, autrement non. En fait, je pense que là, le coup, c'est le fait de pouvoir frapper son adversaire quasiment du premier coup, sans faire perdurer éternellement l'assaut. Et pour ce faire, il faut regarder la pointe de l'épée et ne la perdre jamais de vue. Et en ce faisant, facilement, on jugera du coup, le jugeant on trouvera un moyen de s'en défendre ou d'attaquer, comme j'ai promis, dans un même temps. Alors là, il va y avoir une petite partie descriptive, je vais vous lire la version originale, parce que j'arrive pas à piger le sens, donc là pareil, les experts pourront nous aider en commentaire. La raison pour juger d'un des 10 coups est que l'extérieur, qui est la dite pointe de l'épée, se conduit et mène par l'intérieur, qui est la volonté, et ne sauroie la pointe de l'épée, qui est l'extérieur, être si habile que l'aveu, et par conséquent, l'aveu faux fait juger du coup, et gagner le temps. L'aveu et le temps gagné peuvent succéder et préaler le dit extérieur, qui est